Voilà, donc maintenant je vais vous habituer peut-être à une autre utilisation du terme de transition, parce qu'on en a beaucoup discuté dans la préparation aussi de cette journée, mais moi je vais parler de la transition pour parler des jeunes qui naviguent de la pédopsychiatrie vers les services de psychiatrie d'adultes, et ça sur le plan, on va dire, de l'organisation des services, on a habituellement aussi tendance à utiliser le terme de transition. Donc on va pas, voilà, on va ouvrir un peu le spectre, on va sortir de la psychose pour s'intéresser à une population beaucoup plus générale, mais une population suivie en pédopsychiatrie et qu'on va accompagner comme ça dans cette trajectoire assez compliquée. Parce que ici, ça c'est juste un rappel pour vous redonner l'âge de début des principaux troubles mentaux. Vous voyez évidemment tous ces troubles qui commencent autour de l'adolescence. Et puis vous avez les troubles du neurodéveloppement comme le TDAH, comme l'autisme, mais aussi comme beaucoup de troubles anxieux et comme le trouble obsessionnel compulsif, qui sont des troubles qui commencent aussi assez tôt et qui sont relativement constants au cours de la vie. Ça, c'est une autre façon de le montrer. La santé mentale des 10-30 ans, des sujets jeunes, c'est finalement les problématiques de santé mentale, ce sont les problèmes de santé les plus importants, les plus prévalents dans la population des enfants et jusqu'au début jusqu'à l'âge adulte jeune, 35 et selon... voilà, vous voyez les troubles mentaux ici en jaune. Voilà, donc on va parler de transition dans le contexte de parcours de soins, donc ce passage de la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et de la psychiatrie d'adulte. Dans la plupart des services, c'est relativement lié à l'âge du patient et à l'organisation des différents services. Vous allez voir qu'il n'y a pas énormément pour le moment de flexibilité là-dedans. L'orientation après en sortie de pédopsychiatrie de la jeune personne est assez variable selon les études qu'on avait avant Milestone, soit vers la psychiatrie d'adulte, soit retour au médecin traitant, soit en France par exemple certaines orientations vers le milieu médico-social. L'objectif d'une transition, c'est la continuité des soins si elle est nécessaire. Ça, on va voir que c'est pas si facile que ça, parce que vous avez plusieurs interlocuteurs. Vous avez la jeune personne elle-même, vous avez l'entourage familial, les parents en l'occurrence, et vous avez le clinicien ou l'équipe clinique. Donc, ça veut dire tout de suite qu'il faut essayer de concilier ces différents points de vue quand on parle de transition. Je voudrais distinguer ce concept de transition tout de suite de la notion de transfert. Le transfert, c'est un changement de service qui est lié plutôt à une modification du niveau ou du type de soins. Et un transfert peut se faire au cours d'un processus de transition. Pour simplifier un petit peu, je vais vous donner un exemple, vous allez tout de suite comprendre. Par exemple, une jeune personne de 17 ans prépare avec son équipe de pédopsychiatrie un projet d'admission dans un service de psychiatrie d'adultes. Et au cours de cette période de préparation où il y a une prise de contact avec les services de psychiatrie d'adultes, il va passer aux urgences pour un épisode psychotique aigu et il va être hospitalisé dans un service d'admission de psychiatrie d'adultes parce que ça correspond à son âge. Mettons pour les lieux où à 17 ans et demi on est hospitalisé en psychiatrie d'adultes, c'est pas partout pareil. Ça correspond à un transfert. Et il se peut qu'à la sortie, le processus de transition se poursuive parce qu'il y a un retour dans le service de pédopsychiatrie et puis une reprise de contact avec le service, on va dire, qui est concerné par la suite de la prise en charge. Alors, vous savez bien, si vous êtes clinicien sur le terrain, et surtout si vous êtes du côté de la pédopsychiatrie, vous savez bien que c'est quelque chose qui est relativement complexe. Et quand on a eu les discussions autour de la mise en place du projet Milestone, on a compris que ces difficultés se retrouvent dans différents pays, peut-être pas exactement aux mêmes âges, mais les organisations sont loin d'être parfaites, et on va voir quelques exemples.
un exemple malheureusement assez dramatique est une investigation qui a eu lieu au Royaume-Uni, une investigation qui a eu lieu après le suicide en fait d'un jeune homme qui était justement dans cette interface instable entre deux services. En fait, il avait, pour des raisons d'âge, quitté déjà la psychiatrie et les services de psychiatrie d'adultes. Il y a eu des difficultés en fait dans la transition, parce que le service qui avait été choisi ou en tout cas qui avait été contacté en premier n'a pas accepté finalement cette transition et il a en fait il est resté lost in translation comme on dit. Donc cette investigation a montré au Royaume-Uni qu'il y avait très peu de planification de la transition, avec une absence de communication entre services et une absence de période de suivi conjoint. En l'occurrence, ce n'est pas quelque chose qui se fait toujours, mais c'est quand même quelque chose qui est conseillé, notamment dans les troubles un peu sévères. Ensuite, il y a des perceptions très différentes entre les services concernant l'âge de la transition. Alors là, il y a une hétérogénéité déjà très importante au niveau national, parce que vous savez bien que chez nous, il peut y avoir des services qui vont organiser la transition à partir de 16 ans, d'autres c'est beaucoup plus tard, autour de 18, voire 21, voire 25 ans. Donc c'est très hétérogène et les services de psychiatrie d'adultes parfois se sentent concernés à 16 ans, parfois à 18 ans, parfois beaucoup plus tard. Donc là, il y avait des incertitudes sur le service de psychiatrie d'adultes qui serait le plus adapté pour ce jeune. Et le problème, c'est que l'aggravation de la situation s'est passée à un moment donné où il était entre deux référents, entre deux services. Donc malheureusement, ça c'est un exemple assez dramatique. Il y a eu ensuite, il y a eu aussi des études. L'étude TRAC, c'est une étude qui a vraiment été la préfiguration du projet Milestone. C'est une étude aussi du Royaume-Uni qui est conduite par l'université de Warwick et qui reprend aussi cette question de la transition du côté des usagers. Donc pour une majorité des usagers et des jeunes personnes, la transition est mal préparée, mal exécutée et très mal vécue. Donc ça donne tout de suite un peu le ton de, ma foi, oui, il va falloir qu'on améliore les choses. Il y a des représentations mutuelles négatives et erronées entre les différents services et il y a des écarts entre les protocoles et la pratique. C'est-à-dire même dans les lieux où vous avez une certaine protocolisation de la transition, il y a encore des écarts avec ce qui se passe sur le terrain. Et ce que montre l'étude TRAC, c'est que ce sont les jeunes personnes avec les troubles du neurodéveloppement, les troubles de l'humeur et les troubles de la personnalité émergents qui sont le plus souvent concernés par les discontinuités de soins. Donc pas forcément dans le spectre le plus sévère, avec des troubles, mettons par exemple psychotiques déjà déclarés et actifs, mais plutôt dans cette zone un peu intermédiaire de jeunes qui vont peut-être avoir des symptômes pas extrêmement bruyants, ou alors plutôt discontinus, et qu'on va quand même, du coup, peut-être ne pas orienter vers la psychiatrie d'adulte, alors qu'ils ont peut-être quand même un trouble de l'humeur émergent, peut-être discontinu, mais enfin, qui nécessite quand même une continuité de soins. Alors, suite à cette étude TRAC, il y a eu un certain nombre de recommandations formulées pour essayer d'avoir des relais un peu optimisés. Déjà, les quatre points suivants sont importants. La continuité de l'information, c'est-à-dire avoir un dossier partagé ou avoir vraiment une transmission correcte des informations avec les bilans, la lettre médicale. Ce qu'on appelle une organisation transfrontalière, c'est-à-dire la planification de la transition par une réunion qui implique le référent de chaque équipe, mais aussi le patient et son entourage, le tuteur légal ou les parents. La continuité relationnelle, surtout pour les personnes qui ont des troubles plutôt sévères ou alors qui ont une difficulté personnelle en lien avec la transition entre les services, une période de soins parallèles avec un travail conjoint entre les équipes. Et ensuite, selon l'évolution, bien sûr, que le contact en psychiatrie d'adulte ne soit pas ponctuel, mais soit aussi suivi d'une période évidemment de mise en route et de continuité de prise en charge. Une autre façon de voir les choses, toujours dans les éléments de contexte,
Une transition un peu optimale, bien, elle prend en considération les besoins d'autonomie du jeune, c'est-à-dire que c'est bien le jeune qui est au centre du processus et pas les besoins institutionnels, comme on le voit encore beaucoup trop souvent. Prendre en compte ce qui est important pour lui, du coup. Ensuite, informer, on en a déjà parlé, hein, c'est le partage d'informations et aussi la possibilité d'évoquer tous les plans. Il y a le plan A, mais peut-être le plan A ne marchera pas, il faut un plan B, qu'est-ce que tu en penses? Enfin, c'est vraiment ce dialogue entre comment on essaye de préparer les choses au mieux. Ensuite, bien sûr, il y a le soutien. Donc, aider les jeunes à s'engager vers les nouveaux services avec confiance, oui, ça c'est possible, mais ça veut dire qu'on connaît les interlocuteurs de l'autre côté et aussi qu'on a confiance en eux en termes institutionnels également. Ça, c'est maintenant, pour vous, ça c'était un peu l'introduction. Maintenant, pour vous montrer vraiment l'étude Milestone. Alors, l'étude Milestone, elle a un site internet que vous voyez ici. Donc, vous avez toutes les diapositives, vous retrouverez assez facilement. Le projet Milestone, en fait, les premières discussions ont démarré en 2014 et nous avons fini le projet au printemps 2019 et nous sommes actuellement activement en train d'essayer de publier les résultats principaux. Les principaux objectifs de Milestone, c'est d'abord faire un état des lieux en identifiant les différents systèmes de soins et de formation en Europe. Décrire les systèmes de soins, les types de structures, les interfaces entre la psychiatrie de l'enfant et l'adolescent, la psychiatrie d'adulte, et puis aussi faire le point sur les formations des interlocuteurs et notamment les formations des psychiatres. Étudier les trajectoires en fin de la transition et comprendre l'évolution des jeunes au sein de ces trajectoires, ça c'était l'étude de cohorte, hein, donc les processus de transition, les expériences associées à tout ça dans les divers établissements. Et ensuite, tester un modèle d'intervention innovant en matière de transition. Alors, il a fallu réfléchir à un modèle facilitant la prise de décision et facilitant, si possible, la destination et la continuité des soins ensuite. Alors, très rapidement, ce sont tous les partenaires de ce projet. Donc, vous voyez un certain nombre de partenaires. Alors, en France, il y avait 5 centres et nous avions été le centre coordonnateur à Montpellier. Et ensuite, il y avait l'Irlande, Royaume-Uni, la Belgique, l'Allemagne, l'Italie, la Croatie et, j'en oublie, les Pays-Bas. Ce projet, alors maintenant vous êtes familiarisé avec la notion de work package. Je vais vous montrer les work packages de Milestone. Il y avait d'abord ce mapping des interfaces entre la psychiatrie d'enfants et d'adolescents et la psychiatrie d'adultes. Il y avait ensuite des aspects plutôt éthiques en lien avec la transition. Tous les modèles d'enseignement professionnel, ça c'est quelque chose qui a été coordonné par l'équipe de Montpellier. Les outils d'évaluation, donc créer de nouveaux outils d'évaluation qui prennent en compte les besoins du jeune à ce stade précis de ce début de fin d'adolescence, début d'âge adulte, ou début de majorité, on va dire. Une étude de cohorte prospective, l'étude ensuite randomisée par cluster de la transition managée, et ensuite également une évaluation économique. Je vais vous guider un petit peu sur les principaux résultats, surtout en reprenant un peu les différents work packages. L'interface psychiatrie enfant-ado et psychiatrie d'adulte en Europe, qui a été publiée donc autour de 2017 déjà, et qui nous a permis de mieux comprendre les différents systèmes de soins et de formation. Ce qu'on voit, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je voulais juste vous montrer ces deux représentations. En rouge, sur cette représentation-là de nos résultats, vous avez le nombre de structures d'enfants pour enfants et adolescents, en psychiatrie d'enfants et d'adolescents, par 100 000 habitants. Et vous voyez que la France est un peu dans une zone, on va dire, intermédiaire, avec entre 2 et 4 structures pour 100 000 habitants. Il y a des pays qui sont beaucoup mieux dotés, la Finlande, le Royaume-Uni sont beaucoup mieux dotés, et on voit également une disparité forte en termes de nombre de lits. Et vous voyez que les pays comme l'Allemagne, par exemple, et la Belgique, non, je crois que c'est la Hollande,
a un nombre de lits particulièrement élevé. La France est pareil dans une situation un peu intermédiaire. Et ce qu'on a regardé d'autre dans cette étude, c'est ce que faisaient les différents pays par rapport à l'organisation de la transition. Donc il n'y a que 2 pays sur les 28 avec des recommandations au niveau national qui concernent la transition entre services des usagers de la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. 4 pays sur 28 seulement ont des recommandations ou un certain référentiel concernant l'organisation des services. Par exemple, le fait de faire des réunions ou le fait de protocoliser un peu le transfert d'informations. Dans une majorité de pays aussi, 60%, il n'y avait aucun service particulier de préparation de la transition. Aussi, seulement dans une très faible minorité, 11% des pays font des évaluations standardisées pré-transition. Et enfin, dans un peu moins de 30 pays, il y avait une organisation spécifique en psychiatrie d'adultes pour l'accueil des usagers venant de la psychiatrie pour enfants et adolescents. Donc ça, tout ça sont des choses des points d'amélioration. Voilà, ça c'est l'estimation des cliniciens sur la proportion de patients. Donc ce sont des psychiatres pour enfants et adolescents qui estiment, on leur a demandé combien de patients ils estimaient devoir, devoir bénéficier d'une continuité des soins. Donc on est entre 25 et 49% des patients qui auraient besoin d'une continuité des soins pour la majorité des psychiatres pour enfants et adolescents interrogés là. Un mot sur les aspects éthiques. Vous allez là également retrouver les publications qui ont déjà été faites. Il y a eu une revue systématique sur les aspects éthiques concernant la transition. Elle concerne toutes des jeunes personnes avec des besoins complexes. On n'a rien du tout sur les populations plus générales. Et il y a très peu de recherches sur les aspects légaux. Ensuite, on a pu faire un focus group interculturel avec des différents pays. La Croatie, l'Irlande et le Royaume-Uni ont organisé ça, avec des jeunes usagers, mais aussi des conseillers et des parents, autour des thèmes de stigmatisation, d'autonomie, de prise de décision. Et ce que ça fait apparaître, c'est vraiment cette tension importante entre le désir d'autonomie des jeunes et ce qu'on peut appeler un certain paternalisme professionnel et parental dans les choix, on va dire, relatifs à la transition. Alors un mot pour parler aussi, c'était un aspect très très important de ce projet, de l'implication des patients et du public. Et comme c'est ce qui est prévu dans le projet qui vient de vous être présenté, nous on avait aussi une implication très forte des usagers, et là en l'occurrence il s'agissait de jeunes usagers. Ces jeunes usagers nous ont accompagnés des étapes de mise en place du projet, ont assisté absolument à toutes les réunions qu'on avait dans le consortium, et ont pu présenter leurs données, leurs réalisations. Il nous a accompagnés, par exemple, pour toute la mise en place du site internet, la mise en place des documents d'information, et ils ont été extrêmement actifs. Ils ont fait aussi énormément de communication. Et vous allez si vous allez sur le site internet, vous allez voir un certain nombre de films et de réalisations qui ont été faites. Pour des raisons de temps, je vais passer là la vidéo. Ensuite, on s'est intéressé à la formation professionnelle, parce qu'on s'est dit que, en effet, la formation professionnelle des psychiatres, en l'occurrence, pouvait avoir un certain poids dans l'organisation de ce qui se passe après sur le terrain. On a voulu aussi s'intéresser à la formation des psychologues. Ça a été extrêmement compliqué. On a malheureusement été obligé d'abandonner, faute de réponses, d'obtenir des réponses coordonnées de structures professionnelles. Donc peut-être que les choses vont pouvoir peut-être être faisables à un autre moment. Ici, une représentation sur les différents modèles de training, de formation professionnelle des psychiatres. Donc, on est au niveau de l'internat, là. Le premier modèle en orange, c'est le modèle du tronc commun, c'est-à-dire que la psychiatrie pour enfants et de l'adolescent n'est pas distinguée de la psychiatrie d'adulte, sauf par éventuellement une option ou ce qui était le cas en France jusqu'à récemment, un desk.
Les pays en bleu ont un tronc commun court et ensuite une spécialisation soit vers la psychiatrie d'adultes, soit vers la psychiatrie d'enfants et d'adolescents, donc quelque chose un peu intermédiaire. Et dans les pays en vert, les cursus sont complètement séparés. Ça, c'est juste pour vous dire qu'on est loin d'être encore harmonisé au niveau européen. Et ce que je ne vous ai pas montré sur la diapositive, c'est qu'on a fait une enquête dans les différents pays également, en plus de cette revue systématique, qui montre quand même que le modèle généraliste, c'est-à-dire le tronc commun, quand il n'y a aucune différenciation des spécialités, on va dire, que ce n'est pas forcément une garantie pour être très complet au niveau des thématiques. Malheureusement, c'est probablement le cursus le moins formateur en termes de recommandations globales émanant de l'UEMS en l'occurrence. Ça, c'est une étude qu'on a réalisée chez des étudiants. Donc, pour le coup, la Fédération européenne des étudiants en psychiatrie nous a aidés sur cette étude. Et ce qu'ils nous ont dit, on leur a demandé ce qu'ils comptaient devenir. Alors, il y a une bonne proportion des répondants qui voulaient devenir psychiatre pour enfants et ados, une autre partie psychiatre d'adultes, une autre partie n'était pas décidée. Et quand on leur a demandé ce qu'ils avaient reçu comme training théorique autour des thématiques liées à la transition, eh ben, on a 80, 94%, 95%, aucune formation. Et sur ce qui est formation pratique, c'est-à-dire comment on organise par exemple une réunion conjointe pédopsie, psy adulte, etc., comment on travaille avec les familles, là aussi très peu de choses. Alors que 63% de ces personnes nous ont dit prendre en charge les jeunes en pile dans cet âge de transition dans leur pratique clinique. Alors, bon, là c'est juste pour vous remontrer que finalement c'est une thématique qui les intéresse. L'intérêt est en bleu, les connaissances sont en rouge. Donc ma foi, il y a de l'intérêt, mais pas encore beaucoup de connaissances. Et je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça, ce sont les différentes thématiques auxquelles les personnes qu'on a interrogées avaient envie d'être formées. Donc c'est la connaissance des différents services, les barrières, les obstacles qui empêchent une transition harmonieuse et comment aider le jeune à faire face aux tâches développementales dans son quotidien, l'effet de la maladie sur les process développementaux, etc. etc. Je vais avancer pour aller un petit peu plus vite maintenant aller un peu vite sur les études plus cliniques qui sont d'abord l'étude de cohorte. Donc c'est un suivi de 24 mois de jeunes suivis en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Donc ils sont recrutés avant la transition de soins et on recueille leur devenir, leurs expériences et en même temps on recueille évidemment les symptômes et les différents événements, hospitalisation, etc. La seconde étude, c'est un essai clinique, c'est l'essai randomisé de la transition managée versus soins usuels. Et l'idée, c'est que évidemment, on avait espoir que les jeunes avec transition managée avaient une meilleure évolution clinique et fonctionnelle, et ensuite l'évaluation coût-efficacité. Alors, pour vous montrer un petit peu comment les choses se sont passées au niveau notamment de l'essai clinique, là, on avait un suivi à 9 mois entre l'évaluation initiale et la deuxième visite, ensuite 6 mois jusqu'à la troisième visite, et là, l'effet de la transition managée, elle a été mesurée à T3. Et ensuite, l'étude de cohorte s'est poursuivie encore 9 mois pour arriver à une quatrième et dernière évaluation. Donc maintenant, je ne vais pas pouvoir vous montrer toutes les données à T4, je vais vous parler surtout de l'évaluation initiale et des premières évaluations de l'étude de cohorte et de l'essai clinique, mais très, très rapidement. Donc l'évaluation initiale, ici, vous montre en fait les différentes pathologies. Et vous voyez que les pathologies les plus fréquentes dans le groupe évalué, donc ils avaient en âge moyen 17 ans et demi, 60% de femmes, dépression en premier, troubles anxieux en second, TDAH en troisième, troubles du spectre de l'autisme enfin, après des pathologies plutôt du spectre des pathologies des TCA,
les troubles du spectre traumatique, on va dire, des troubles de la personnalité. Et vous voyez que finalement, puisqu'on parle beaucoup de psychose aujourd'hui, on avait seulement 5% de personnes avec des troubles schizophréniques. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas une collection d'UHR là-dedans, parce que certainement, ça, on n'avait malheureusement pas le focus sur l'UHR, et du coup, il n'est pas du tout impossible qu'il y en ait eu beaucoup dans ce registre-là. Voilà, alors ça nous donne une idée, toujours dans les évaluations, les évaluations initiales, des personnes qui avaient un niveau clinique de symptômes, un niveau donc clinique de symptômes, c'est en bleu, un niveau qui était vraiment en dessous des seuils cliniques. Donc il y avait une grande majorité de personnes quand même relativement bien stabilisées. Et ensuite, il y avait, on va dire, des personnes avec des symptômes autour des niveaux cliniques, puis un certain nombre d'informations qu'on n'a pas eues. La durée de suivi antérieure, ça c'est aussi assez intéressant. En bleu, moins d'1 an, jusqu'à plus de 5 ans en jaune ici, et 1 à 2 ans en orange. Donc vous voyez quand même une certaine proportion d'enfants et d'adolescents, enfin de ces adolescents suivis depuis le plus jeune âge vraisemblablement. Ce qui nous a intéressé aussi, c'était quelles sont les données qui influencent la proposition du clinicien en besoin de transition. C'est-à-dire pour qui le clinicien formule une recommandation de transition vers la psychiatrie d'adulte. 70% de ces jeunes personnes avaient besoin d'une continuité des soins selon le clinicien. Donc là, vous voyez que par rapport à l'estimation que je vous donnais initiale, dans cette cohorte, il y avait quand même des cliniciens qui estimaient qu'il fallait une continuité des soins. Je vous rappelle le graphique que je viens de vous montrer avant, qui montre quand même qu'il y avait pas mal de patients qui avaient plus de symptômes. Et ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de jeunes jugés on va dire, assez fragile pour pas être complètement sortis des cursus de soins, pour des raisons peut-être qui sont liées à l'inquiétude du clinicien, peut-être, ou l'inquiétude de la famille, mais en tout cas, c'est important de noter. Et pour 40% d'entre eux, le clinicien formulait explicitement le besoin d'une transition en psychiatrie d'adulte. Les jeunes personnes concernées avaient des symptômes globalement plus sévères et avaient aussi des parents qui jugeaient la continuité des soins nécessaires. Ça, c'est l'utilisation des services pendant l'étude. Alors là, c'est aussi intéressant. Là, vous avez en bas les mois de suivi et vous avez les jeunes suivis en psychiatrie d'enfants et d'adolescents en vert. Et vous voyez que la psychiatrie d'adultes est concernée par le bleu clair tout en haut. Donc vous voyez que finalement, il y a quand même une grosse proportion de gens qui n'ont pas vraiment de suivi après, en tout cas pas dans des services de santé mentale de façon explicite, et vous avez évidemment une diminution petit à petit de jeunes qui sont suivis en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, bien qu'on en garde visiblement encore certains. Alors, quels sont les jeunes toujours suivis à 9 mois? Alors, les jeunes personnes avec les troubles les plus sévères selon le clinicien sont encore suivies à 9 mois, ça c'est plutôt rassurant. Mais aussi, ce sont des jeunes personnes qui sont d'accord avec la poursuite des soins. Ça vous semble assez logique, mais bon, c'est quand même important de le dire. Et la plus grande discontinuité des soins, confirmant des études antérieures, ce sont les jeunes personnes avec des troubles émotionnels. Donc seulement 55% des jeunes personnes dont le clinicien avait estimé qu'ils avaient besoin de poursuivre les soins en reçoivent vraiment à 9 mois. Et seulement 26% en psychiatrie d'adulte. Enfin, je dis seulement, bon, c'est 26% en psychiatrie d'adulte. Alors si on décompose ça un petit peu autrement, les trajectoires pendant cette transition, 9,5% finalement restent en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, 21,3% arrivent en psychiatrie d'adulte. Pour un peu plus de 40%, il y a une certaine discontinuité. Et quand on a regardé de plus près ces jeunes avec une discontinuité, il y en a 11% qui arrêtent vraiment tout soin, et une autre proportion qui fait des soins un peu avec des pauses et des reprises, donc des trajectoires un petit peu
un petit peu discontinu, mais sans arrêt complet des soins. Alors, je vais vous dire un petit mot de la variable d'efficacité principale, notamment qu'on a utilisée pour suivre la cohorte, mais aussi pour juger de l'état de l'essai clinique. C'est l'ONOSCA, évalué par le clinicien. C'est une sévérité, on va dire, psychosociale des symptômes et qui évalue aussi le besoin de soins. Donc, on utilise le score total de l'ONOSCA sur les scores cliniques. Ça, alors je ne sais pas si ça va marcher, là, oui. Ça, ce sont les scores cliniques en fonction du temps dans l'étude de cohorte, et ce sont les différents groupes. En rouge, ceux qui vont faire une transition vers la psychiatrie d'adulte, et ceux qui restent en pédopsie. Ils ont la même trajectoire, visiblement, ça ne change pas grand-chose. En tout cas, le score d'ONOSCA diminue assez tranquillement. Ensuite, il y a ceux qui ont des arrêts de soins après l'âge de la transition, ceux-là sont en bleu, et avant l'âge de la transition, ceux-là sont en vert. Donc on part là de symptômes pour les verts relativement élevés, et on arrive à une belle diminution quand même du niveau de sévérité des symptômes. La trajectoire la plus préoccupante, c'est celle qui est là, qui est l'arrêt non concerté des soins, avec finalement quand même beaucoup des scores qui se rapprochent finalement des groupes assez sévères, qui soit font une transition vers la psychiatrie d'adulte, soit qui restent en pédopsie, pour des raisons très clairement liées à la sévérité des troubles. Ensuite, l'étude maintenant randomisée contrôlée en cluster, je vais aller assez vite, je vais vous parler du modèle de transition managée. À quoi ça correspond finalement? Alors on s'est quand même beaucoup posé de questions pour faire quelque chose de simple, faisable et reproductible. Et ce qui a été fait, c'est qu'on a développé des outils d'évaluation en période de pré-transition qui servent comme un outil de communication en fait entre les services. Donc le process finalement, c'est on fait cette évaluation qui génère une sorte de petit passeport. Je vais vous montrer ça un peu plus en détail. Et ensuite, il y a des réunions qui sont organisées avec les services qui sont potentiellement les services auxquels on va adresser le jeune, et avec les parents et la jeune personne. Et ensuite, il peut y avoir des discussions et des adresses, soit vers la psychiatrie d'adulte, vers la médecine de ville ou médecin généraliste et d'autres types de services. Donc maintenant, je voulais vous montrer un peu plus spécifiquement TRAM, qui est le Transition Readiness and Appropriateness Measure, qui est donc cet outil de prise de décision, enfin d'aide à la décision, et qui est à la fois un recueil de symptômes et aussi de capacités fonctionnelles du jeune. Et ensuite, on a développé aussi un outil pour l'évolution post-transition. Alors voilà à quoi ressemble le passeport de transition. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs domaines cliniques évalués, et que nous avons un peu plus de 900 adolescents qui l'ont rempli, 750 et quelques parents, et pas mal de cliniciens également. Dans les différents domaines, il y a d'abord un domaine que vous connaissez bien sûr, c'est celui des symptômes, et c'est un outil multi-informant, c'est-à-dire que la jeune personne remplit, le parent remplit, le clinicien remplit, et tout est résumé en termes graphiques ensuite dans ce petit passeport de transition. Vous voyez par exemple que ça, c'est un profil clinique réel, donc vous voyez qu'on peut avoir une évaluation très similaire du niveau de symptômes, par exemple dépressifs, alors que ici, pour les symptômes maniaques, il n'y a que les parents qui en ont vu. Et pour les symptômes psychotiques, par contre, ici, clairement, c'est la jeune personne qui les voyait, et pas les autres. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est... ces discontinuités, ces hétérogénéités des évaluations sont des informations en elles-mêmes, à mon avis. Donc ça, c'est maintenant pour les facteurs de risque. Donc même topo, toujours les sources... les trois sources d'information. Et là également, ça c'est aussi assez marrant, par exemple, le clinicien, il pense que le patient est à risque pour autrui, alors que la jeune personne pense être à risque pour être harcelée par autrui. Donc, vous voyez déjà un peu la différence. Ça, c'est la jeune ressentie dans différents domaines. Donc, je ne détaille pas, mais enfin, ça c'est prendre soin de soi, le sommeil, tenir sa maison, le réseau social, etc. La gêne ressentie.
Et ensuite, plutôt d'autres dimensions d'intérêt pour préparer la transition, comme par exemple, quel est le réseau, la qualité du réseau social, quelle est l'implication, par exemple, des parents, est-ce que la personne comprend bien ces troubles ou pas du tout. Voilà, donc on arrive à avoir une sorte de photographie un petit peu avant cette préparation de la transition. Et la transition managée, ça consiste vraiment à communiquer ces éléments de façon... c'était pas vraiment standardisé, il y avait une réunion et une transmission de l'outil et une explication de l'outil. Et voilà ce qu'on a. Les résultats principaux de Milestone montrent une amélioration des scores ONOSCA. Alors heureusement dans les deux groupes, à la fois dans le bras soins usuels et dans le bras de la transition managée, mais à 15 mois, on avait une différence significative entre la transition managée et les soins usuels au bénéfice de la transition managée. Et ce groupe-là, le Managed Transition qui est là, avait aussi une amélioration plus rapide des scores de l'ONOSCA après correction pour la différence initiale parce qu'ils étaient un peu plus sévères au départ. L'étude médico-économique montre que c'est une intervention à très faible coût. On est entre 23 et 111 euros pour cette intervention. Donc c'est relativement modeste par rapport à d'autres types d'interventions. Donc évidemment, les différences non plus, il ne faut pas se leurrer, les différences sont significatives, elles ne sont pas énormissimes non plus. Ceci dit, c'est un outil simple qui a été très bien accepté à la fois par les jeunes, les familles, les cliniciens, généralisable en principe puisqu'il a été testé dans différents endroits et différents pays pour contribuer à améliorer l'évolution de ces jeunes personnes en transition. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas très compliqué à faire puisque c'est une plateforme en ligne qui peut générer ensuite ces fiches en fait. Ça se présente comme une fiche recto verso avec les scores et puis après les graphiques sur l'autre côté. Donc c'est facile à mettre dans un dossier. Les points principaux, c'est une évaluation donc structurée en amont de l'âge de la transition, avec participation de tous, jeunes personnes, parents, cliniciens, et cette fiche résumée graphique qui est associée. En conclusion, un mot sur les enjeux de transition entre services en santé mentale. Pour nous, sans faire de grandes... sans aller trop dans le détail, pour nous, il y a vraiment une implication autour de cette question-là. Il y a une implication nécessaire en termes de politique de santé, vous l'avez vu. Ça commence par essayer de produire déjà des recommandations, essayer de les appliquer sur le terrain, parce que ça, parfois, on produit des recommandations, elles ne sont jamais lues et pas appliquées, ça ne sert à rien. Essayer d'obtenir des financements, évidemment, pour encore un petit peu mieux, je dirais, aider les jeunes qui sont dans cette période très particulière de leur vie et de leur parcours de soins. Probablement aussi des enjeux de formation. Ce qu'on n'a pas encore fait, c'est regarder quel était le rapport entre les différents modèles et ce qui se passe sur le terrain. Ça va être une étude qui est prévue dans le post-milestone. Ensuite, il y a une évolution des services, déjà faire évoluer les dossiers médicaux et les systèmes d'information. À Montpellier, on a la chance d'avoir des dossiers informatisés qui sont communs à la psychiatrie d'adultes et à la psychiatrie d'enfants et de l'adolescent, travailler autour de cet âge de transition, donc probablement essayer d'aller vers plus de souplesse. Il y a des jeunes qui ont besoin de rester plus longtemps en pédopsychiatrie, il y a des jeunes qui bénéficieront bien plus d'aller assez vite vers des services de psychiatrie d'adultes. Ensuite, la sévérité des troubles, évidemment, quel est le seuil d'admission finalement des jeunes qui peuvent avoir une orientation en pédopsychiatrie, en psychiatrie d'adulte. Peut-être que nous, psychiatres d'enfants et d'ados, parfois on se trompe sur cette sévérité des troubles nécessaires, mais ça pose vraiment aussi toute la question des gens post-symptomatiques, parce que c'est eux qui sont le plus concernés par la discontinuité. Ensuite, l'individu, les caractéristiques individuelles, mais aussi l'implication parentale et le jugement clinique sont des paramètres qui nous semblaient importants. Je voudrais dire ensuite un mot de conclusion pour vous montrer la Milestone Team qui a été coordonnée par Swaran Singh de l'Université de Warwick et donc les différentes personnes, Work Package Leaders, mais aussi les assistants de recherche qui ont été extrêmement impliqués, extrêmement dynamiques dans ce projet, et les jeunes usagers qui sont là,
et puis il y en a une autre quelque part, je ne sais plus où elle est. Mais voilà, ça c'était une de nos réunions à Rotterdam, puisqu'on a eu la chance de pouvoir, avant le Covid, se voir encore physiquement dans différents pays participants au projet. Et ça, pour ceux qui s'intéressent à la question, ce sont déjà les différentes publications qui sont issues du projet Milestone et qui concernent différents aspects des premiers work packages mis en place. On a peut-être un tout petit peu de temps pour les questions, même si je pense que vous commencez peut-être à avoir faim. Ouais, merci beaucoup pour cette